Donc, la table ronde suivante va être sur le retard croisé sur les MDPH. Donc, avec Anne Audouze et Angélique Sauvestre qui vont présenter quelques dossiers de difficultés pour ouvrir cette discussion. Et le docteur Aurélie Richardson, qui est médecin coordinateur du pôle enfant MDPH 13, Thi Kim Dung Nguyen, directrice MDPH 13, et le docteur Anna Marceau, médecin expert handicap CNSA, qui ont eu la gentillesse de participer à cette table ronde. Donc, je laisse la parole maintenant à Anne Audouze et Angélique Sauvestre. Bonjour tout le monde, je suis donc Angélique Sauvestre, je représente l'association Des Bras France, qui regroupe donc les patients atteints d'épidermolyse bulleuse, et mon intervention vise aujourd'hui à essayer de regrouper le plus grand nombre possible des associations de la filière. On est nombreux à avoir la malchance d'être concernés de près ou de loin par une maladie rare. Pour rappel, 30 millions de personnes ont une maladie rare en France, mais on a la chance de vivre dans un pays qui ouvre des droits spécifiques à ces personnes, d'avoir un plan national maladie rare, d'avoir une prise en charge de nos frais de déplacement, notamment quand on se rend aussi dans les centres experts. C'est des choses qui fonctionnent très bien dans notre pays, dont on peut être très fier. J'ai pu le tester pas plus tard qu'au mois de septembre. 3 clics, tous mes frais de déplacement étaient remboursés quelques jours après par l'assurance maladie. Donc, il y a quand même des choses qui fonctionnent très bien. Pour répondre à leurs besoins, que ce soit en termes d'aide humaine, aide technique, accompagnement, scolarité, activité professionnelle, etc. Ces personnes ont accès aux réponses apportées au champ du handicap. Réponses relevant le plus souvent d'une décision ou d'un avis de ce qu'on appelle les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. Alors, je me suis permise de faire un petit feedback sur ce que sont ces MDPH pour les personnes qui connaîtraient le moins ces instances. Les dossiers sont donc évalués généralement par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ce qu'on appelle une CDAPH. Et les prestations d'aide peuvent être soit des prestations de compensation du handicap qui s'opèrent sous forme d'aide humaine, technique, aménagement du logement par exemple, transport, etc. ou sous forme d'aide financière, c'est souvent celle qui concerne le plus nos maladies, avec l'attribution d'allocations. Donc, on parle souvent d'AEEH, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc qui intervient de 0 à 20 ans et dont le montant de base est de 132 € et qui comporte également 6 compléments qui peuvent aller jusqu'à 1 125 €. Et ensuite, à partir des 20 ans, c'est généralement l'allocation pour l'adulte handicapé qui prend le relais pour un montant plafonné à 912 €. Les MDPH interviennent également sur tout ce qui est attribution de cartes, de stationnement, de validité, tout ce qui est reconnaissance qualité de travailleur handicapé, affiliation, assurance vieillesse et tout un tas d'autres choses que j'ignore. Donc, pour définir le type et le niveau d'aide, ces MDPH doivent évaluer le handicap engendré par la maladie ainsi que les conséquences sur la vie quotidienne de la famille. Et c'est là qu'on comprend la difficulté de la tâche quand on sait qu'il existe quelques 7000 maladies rares et qu'à l'intérieur de chacune de ces maladies, il y a différentes atteintes et différents degrés de sévérité. Donc, on comprend bien que c'est quelque chose de très compliqué. Je vais essayer de vous rapporter un petit peu les difficultés principales rencontrées que nous font remonter nos adhérents au sein de nos associations. La première difficulté rencontrée, c'est souvent la méconnaissance de la maladie, qui entraîne souvent une sous-évaluation du vécu du patient et une minimisation de la maladie elle-même. On nous a rapporté, par exemple, un des témoignages que l'on a pu récolter, c'est « Je suis épuisée de devoir sans cesse prouver ma bonne foi ». C'est comme une double peine, avec d'un côté la maladie et d'un autre côté la lourdeur des démarches administratives. On a également des retours de situations parfois vécues comme une humiliation, comme un manque de considération par les personnes malades, pour qui les entretiens peuvent s'avérer assez destructeurs. J'ai notamment le retour d'une patiente qui explique qu'elle a dû se déshabiller, se dévêtir complètement 2 fois, parce que le médecin n'avait pas suffisamment bien vu la première fois. On a également, ce qui revient très souvent, c'est cette lourdeur de la récurrence, de ces dossiers qui sont à renouveler très souvent sur le cas des enfants, maximum tous les 2 ans, alors qu'on peut être parfois sur des cas de maladies incurables, voire dégénératives, ce qui entraîne une charge de travail supplémentaire pour les familles, mais aussi pour des centres de référence ou du médecin traitant, qui sont surchargés et n'ont pas toujours les moyens en personnel pour traiter les dossiers médicaux qui doivent accompagner ces dossiers envoyés au MDPH. On a donc souvent une situation d'épuisement des familles
avec le terme aussi projet de vie qui fait souvent peur quand même. Quand on vous annonce un diagnostic d'une maladie grave pour votre enfant et que vous devez remplir un projet de vie, je ne vous cache pas que la première fois, on se sent vraiment démuni. On se sent dans l'incapacité de se projeter au lendemain. Alors, rédiger un projet de vie, c'est vrai que c'est un terme souvent qui effraie et sur lequel je pense qu'il est important d'accompagner les familles pour faire comprendre les enjeux, d'expliquer une de ces 7000 maladies rares. Et enfin, on est confronté également à la problématique des coûts réels difficilement évaluables sur nos maladies de peau, puisqu'on a souvent des problématiques de draps qui sont tachés, souillés par des plaies qui sointent, par du sang, par de la peau qui squame, qui fait plein de petits morceaux de peau, les crèmes qui vont aller tacher tout ça. Donc, on a une consommation énergétique et d'eau, forcément, qui sont difficilement évaluables. On a également un retour au niveau des délais de traitement des dossiers qui est souvent problématique, qui peut plonger les familles dans des situations financières pour les plus vulnérables assez compliquées, ce qui conduit aussi assez souvent sur des ruptures de prise en charge en attendant que l'argent soit débloqué. Et on a surtout cette problématique-là au niveau de la transition entre l'AEEH et l'AAH, puisque l'AAH est en plus de ça soumise à conditions de ressources. Donc, il n'est pas rare aussi de constater qu'il y a une coupure nette de toute aide financière une fois les 20 ans de l'enfant arrivés. Une personne nous ramène le témoignage, les aides s'arrêtent comme si la maladie avait disparu tout d'un coup. On a également un problème au niveau de la disparité de traitement des dossiers, puisqu'on sait que ces maisons sont donc départementales. Chaque département est très autonome et gère les dossiers comme il l'entend. Donc, on a souvent des problématiques de déménagement, j'en parlerai tout à l'heure. Et on a aussi des problématiques d'instances pas toujours accessibles. On comprend bien nous-mêmes parfois qu'il faudrait qu'on puisse expliquer notre pathologie pour pouvoir la traiter, et ce n'est pas toujours simple. Voilà, donc juste pour accompagner ces éléments, j'aimerais apporter mon exemple, mon vécu personnel, qui est souvent plus parlant que beaucoup d'explications. Je suis donc pour ma part maman d'une petite fille qui a 6 ans et demi, qui est atteinte d'épidermolyse dystrophique récessive. Ça correspond à la première photo que vous avez pu voir sur mes slides. Elle est née dans la Sarthe, au Mans, et lorsqu'elle a eu 1 an, j'ai ressenti le besoin de retourner travailler. J'étais convaincue que c'était dans son intérêt comme dans le mien de ne pas vivre dans une relation fusionnelle pendant 3 ans. Et avant de retourner travailler, j'ai donc pu rencontrer l'assistante sociale de la MDPH de la Sarthe, dont nous dépendions, qui m'avait prévenu que du coup notre niveau d'aide allait être drastiquement diminué, puisque la MDPH considérerait que je n'avais pas plus de problèmes que quiconque à faire garder mon enfant. C'était quelque chose qui était assez difficile à entendre pour moi, parce que c'était sans prendre en considération la difficulté de trouver une assistante maternelle qui accepte de garder un enfant qui, s'il tombe, s'arrache la peau et se fait des plaies équivalentes à des brûlures 3e degré. Donc, en termes d'engagement, de responsabilité, il faut déjà trouver la personne qui veuille bien prendre cette responsabilité. Et il faut ensuite trouver la personne qui inspire suffisamment confiance, bien sûr, pour pouvoir lui confier son enfant. Ensuite, en retournant travailler, effectivement, mon niveau d'aide a diminué drastiquement, si bien que je gagnais moins en allant travailler qu'en restant chez moi. Mon sentiment à ce moment-là a été d'avoir le sentiment que mon pays me soutenait davantage à rester chez moi, à garder mon enfant malade, à baigner dans la maladie finalement jusqu'à ce qu'il puisse entrer à l'école, plus que de m'aider à concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je trouve que c'était pas cohérent au niveau de l'idée de l'insertion, que ce soit des aidants comme des personnes malades. Ensuite, j'ai fait les frais de déménager. Je suis donc partie de la Sarthe pour rejoindre le Rhône. Et en arrivant dans le Rhône, on est passé sur un complément de base, donc le minimum. Ça a été très compliqué. Il a fallu donc faire un premier dossier de recours qui n'a pas abouti, dans lequel j'avais bien mentionné que j'étais disponible pour me déplacer à la CDAPH pour expliquer ce qu'était cette maladie, comprenant bien la difficulté de traiter ces dossiers-là. Je n'ai jamais pu rencontrer d'assistante sociale non plus. Donc, c'était vraiment un sentiment de solitude complètement. Et donc, il a fallu faire un dossier auprès du tribunal du contentieux et de l'incapacité qui, là, a abouti. Mais je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai frôlé le burn-out. Entre le cumul de la gestion de la maladie au quotidien et de la lourdeur des démarches administratives, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu et qui est visiblement très mal vécu par de nombreuses familles. Donc voilà, effectivement, on a la chance de vivre dans un pays qui ne nous abandonne pas, livré à notre sort face à ces maladies rares. Mais il faut quand même souvent être persévérant, avec de bonnes capacités d'expression écrite. On comprend bien dans ces conditions qu'on n'est pas tous égaux face à l'accès à ces aides.
Je vais maintenant passer la parole à Anne Audouze, qui va nous expliquer, enfin qui va nous faire part de quelques pistes de réflexion. On a essayé de réfléchir ensemble à des solutions. Merci Angélique. Oui, donc moi, si tu peux passer la slide suivante, après cette description des situations qu'on peut rencontrer donc au sein de nos associations, on a essayé de réfléchir justement à ce qui pourrait améliorer nos situations. Donc la première, ça serait vraiment qu'il y ait la formation des médecins et des dermatologues de ville, que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'est une maladie dermatologique rare et surtout l'impact qu'elle a sur la qualité de vie des familles. On souhaiterait aussi avoir un accompagnement des familles par une assistante sociale experte en maladies rares. Alors je sais que ce qu'on demande, c'est compliqué, mais en même temps, être accompagné par quelqu'un qui n'y connaît rien, en fait, ça nous aide pas beaucoup. Donc, en fait, il faudrait vraiment avoir des personnes ressources pour pouvoir justement avoir un accompagnement des familles dans le traitement de ces dossiers et de savoir comment on peut faire au mieux. Et puis, bien sûr, la formation des médecins des commissions MDPH. Encore une fois, ils ne connaissent pas, et on le comprend bien, ils ne peuvent pas connaître toutes les maladies rares dermatologiques, il y en a trop, mais vraiment, c'est un point essentiel à nos yeux, et surtout connaître l'impact sur la qualité de vie. Ça nous paraît vraiment ce qui nous semble essentiel à l'heure actuelle, de faire un effort là-dessus. Deuxième slide, s'il te plaît. Voilà, alors ce qu'on souhaiterait aussi, bien sûr, comme Angélique a pu vous le dire, c'est qu'on puisse avoir accès, rencontrer au moins une fois le médecin de la MDPH et que si ce n'est vraiment pas possible, que ces personnes acceptent les photos. Parce que c'est vrai que souvent, des photos, ça vaut mieux que de longs discours, on peut se rendre compte. Or, là, ils traitent des dossiers, ils ne connaissent pas les maladies la plupart du temps et en plus ne rencontrent pas les personnes et en plus n'ont pas l'accès aux photos. Donc ça nous paraît quand même être un point important. Quand les médecins ne peuvent pas recevoir les familles, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de monde, que c'est pas facile, mais vraiment pour les maladies rares, ça serait vraiment intéressant. Et puis pouvoir utiliser la partie simplifiée du formulaire de MDPH lorsque la maladie est stable et qu'il n'y a pas de changement sans que cela entraîne une baisse du niveau d'aide. C'est juste inconcevable pour nous, familles de malades, d'avoir des oscillations comme ça, suivant les personnes qui traitent les dossiers. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, on passe du complément 1 au complément 2 et puis après on repasse au complément 1. Des fois, c'est complément 4 et puis on retourne au complément 1. C'est pas suivi, on comprend pas toujours. Des fois, il y a des dossiers qui se perdent. C'est très compliqué et c'est vrai que pour les familles, ça entraîne des complexités. Déjà, la maladie est compliquée à gérer au quotidien, mais quand en plus les personnes sont angoissées à chaque fin de mois en se demandant si elles vont pas être dans le rouge, si elles vont pas être interdites bancaires parce qu'il y a des soins et puis parce qu'elles ne peuvent pas financer ces soins, c'est quand même très très compliqué et très angoissant pour les familles. Slide suivante, voilà. On aimerait aussi, ce sont des pistes de réflexion, hein, mais c'est vrai que ça serait des souhaits pour les associations que les médecins des MDPH acceptent le certificat médical établi par le médecin traitant pour le renouvellement. Comme l'a dit Angélique, en fait, les centres de référence n'ont pas forcément les moyens humains de remplir tous les 2 ans des dossiers en plus qui sont quand même maintenant assez lourds, hein, une vingtaine de pages pour le dossier complet, plus 8 pages pour le certificat médical. On peut se rendre compte de la charge de travail pour les centres de référence et du coup, les patients, les malades se retrouvent dans une impasse. C'est-à-dire que quand ce n'est pas le centre de référence qui remplit le dossier, eh bien le dossier par les MDPH, alors je dis pas par toutes les MDPH, mais par certaines MDPH, ne sont pas traités correctement. Et là, on a vraiment un point sur lequel il faudrait améliorer la situation. C'est pas normal, c'est pas acceptable.
Et puis, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que quand il y a un doute, bien sûr, le médecin qui va s'occuper des dossiers à la MDPH ne peut pas connaître toutes les maladies, on en est bien conscient, mais ça serait peut-être, en cas de doute, qu'il y ait une consultation des fiches Orphanet ou du médecin référent du centre de référence. Voilà, c'est vraiment des points qui nous paraissent importants sur lesquels il faudrait travailler. Une slide suivante, voilà. Et puis, on se demandait aussi si, pour certaines pathologies, revoir les dossiers tous les 5 ans ne serait-il pas suffisant. Je ne dis pas pour toutes les pathologies. Il y a des pathologies, bien sûr, c'est pas possible, mais il y a des pathologies pour lesquelles, il me semble, ça serait envisageable. Et je pense que ça désengorgerait aussi peut-être les MDPH et finalement, ça laisserait du temps pour des pathologies autres qui ont besoin donc effectivement de refaire des dossiers tous les 5 ans. Et puis bien sûr, ce que les malades aimeraient voir, c'est la suivi informatique des dossiers. S'il pouvait y avoir une plateforme où tout soit avec des codes, hein, bien sûr, alors je dis ça, mais il faudrait bien sûr l'envisager et puis voir comment ça serait possible de le faire, mais avoir juste une plateforme où tout serait collecté, ça permettrait, je pense, à tout le monde de gagner beaucoup de temps. Voilà. Et bien sûr, anticiper davantage la période de transition AEE, AEEH et AAH. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à chaque fois que les personnes refont un dossier, en général, elles anticipent, surtout pour ce passage. Généralement, elles s'y prennent 6 mois à l'avance, au passage des 20 ans de l'enfant. Et en général, il y a une carence pendant au moins 6 mois, des fois 9 mois, des fois jusqu'à 1 an, où les aides sont totalement arrêtées. Et ça génère beaucoup de stress, beaucoup de problèmes dans la vie des familles, puisque effectivement, il y a des gros problèmes d'argent par moment. Donc, toutes ces pistes sont des pistes de réflexion. Et c'est vrai que maintenant, ce qu'on aimerait, les associations souhaiteraient pouvoir travailler vraiment conjointement avec la filière et avec, alors j'ai marqué la MDPH, mais avec les MDPH, elles sont plurielles. Et ça, on en a conscience, mais il faudrait vraiment faire un travail de fond pour essayer d'harmoniser. Sur le territoire, il y a des dossiers qui passent très bien, peut-être parce que les médecins sont plus sensibilisés, peut-être parce qu'eux-mêmes vivent la maladie dans leur foyer, je ne sais pas. En tous les cas, il y a des endroits où les dossiers ne passent pas, c'est compliqué et ça permettrait d'améliorer la situation. Donc, on vous remercie pour votre intérêt, de nous avoir laissé la parole pour indiquer ces points ce matin. Merci. Merci beaucoup, Anne. Alors, l'intérêt de la filière est entier, puisque vous êtes la filière aussi, bien entendu. Là, je laisse le temps à Madame Aurélie Richardson et Madame Nguyen de préparer leur présentation, et on regroupe les questions à la fin, comme tout à l'heure, si vous le voulez bien. Bonjour, donc je suis le docteur Richardson. Je suis médecin au Pôle enfant de la MDPH 13. Donc, on peut passer sur la première diapositive, s'il vous plaît. Voilà, donc je voulais vous présenter au départ la principale mission des équipes pluridisciplinaires d'évaluation de manière générale, donc qui est bien sûr l'évaluation des situations et l'identification des besoins de compensation des personnes en situation de handicap. Donc, sur cette diapositive, vous voyez un peu tout le parcours d'un dossier qui arrive chez nous. Et plus précisément, au moment du passage en équipe pluridisciplinaire, les questions que se posent en fait les membres de l'équipe. C'est une équipe qui est constituée d'un médecin, d'un enseignant, d'un psychologue, et qui vont premièrement voir s'il y a une altération de fonction qui est présente, vérifier qu'elle soit bien substantielle, durable et définitive, donc que l'évolution est supérieure à 1 an, et que celle-ci entraîne des répercussions, des conséquences dans la vie de la personne. Donc, on analyse bien sûr les répercussions, on en a parlé tout à l'heure, scolaires, personnelles, psychologiques, sociales, familiales. Malheureusement, sur la MDPH des Bouches-du-Rhône, la volumétrie fait qu'on ne peut pas recevoir les familles, il n'y a pas de visite médicale au pôle enfant, donc on étudie les situations sur dossier. On a, sur l'activité 2019, donc c'est pour vous donner quelques chiffres, 11 966 situations qui ont été étudiées.
ce qui représente à peu près 35 548 décisions. On a la possibilité de recevoir les familles qui le souhaitent lors des commissions des droits et de l'autonomie qui se tiennent à peu près 2 fois par mois. Et on est sur un volume de 22 équipes pluridisciplinaires par semaine aujourd'hui sur le pôle enfant. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, ce qu'on observe en fait de manière dans le cadre des maladies rares sur nos équipes et puis sur la MDPH de manière plus générale, c'est le manque d'informations, que ce soit des familles, mais aussi le manque d'informations que peuvent observer les équipes pluridisciplinaires. Donc, au niveau des familles, c'est vrai que les familles, souvent, elles ignorent au départ, quand c'est une première demande, quand on voit des tout petits, comment est-ce qu'on saisit la MDPH finalement? Qu'est-ce que c'est les documents qui sont obligatoires? Parfois, il y a un dossier qui peut être rejeté, j'ai envie de dire bêtement, parce qu'il manque un justificatif de domicile ou un justificatif d'identité. Voilà, donc il y a vraiment 4 pièces obligatoires qui sont importantes. Et maintenant, il y a un site internet MDPH, il y a beaucoup on va dire, de sites ou de moyens pour trouver ces documents, Handicontact, Interparcours, les sites de la CNSA. On voit aussi qu'il y a beaucoup de familles qui ignorent qu'il y a des compensations financières, notamment. Bon, on parle souvent des compensations scolaires, l'AVS, on en parle beaucoup, les orientations dans le médico-social aussi, c'est connu. Mais tout ce qui est financier, finalement, les frais pour tout ce qui serait donc crème, non pris en charge par ailleurs. On a parlé tout à l'heure des draps, on a des demandes pour des alaises, pour des fournitures diverses qui sont non pris en charge ou pour lesquelles il n'y a aucune ligne budgétaire de remboursement pour les familles. Nous, on les étudie de manière individuelle via donc, la possibilité de mettre des compléments d'AEH. Et quand on a des demandes qui sortent un peu, si vous voulez, du cadre, on ouvre les dossiers en commission des droits et de l'autonomie pour faire voter les membres et pouvoir faire des harmonisations pour d'autres situations qui arriveraient par ailleurs. Donc, on conseille vraiment aux familles de faire les demandes, de bien joindre les prescriptions pour expliquer que c'est bien lié au handicap et aussi les justificatifs des frais. Donc, on en parlait des personnes ressources. C'est vrai qu'il y a, nous, chez les enfants, il existe quand même des personnes ressources, que ce soit sur donc les enseignants référents en charge de la scolarité pour les personnes handicapées, mais aussi, on a des responsables de secteur MDPH, il y a une plateforme téléphonique qui répond à énormément d'appels, les associations de parents, mais dans le cadre des maladies rares, on a des familles qui se sentent isolées et qui nous font remonter cette problématique. Enfin, pour les équipes pluridisciplinaires, la grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est que parfois, on se retrouve face à un dossier qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un peu le dossier blanc, c'est-à-dire qu'on peut avoir alors parfois un diagnostic, mais on n'a pas les déficiences qui sont associées. C'est-à-dire, par exemple, ça va être un diagnostic qui est fait par un dermatologue, mais qui précise que le diagnostic, qui code pas finalement les limitations d'activité. On ne sait pas si c'est sévère au niveau, parce que nous, on ne connaît pas cette pathologie précisément. Alors, on regarde sur Orfernet, bien sûr, mais si on n'a pas de bilan complémentaire, si le projet de vie n'est pas détaillé, qu'on ne connaît pas l'environnement de la famille, on va avoir du mal à comprendre finalement, à se faire une bonne appréciation de ce que vit cet enfant, quel est son quotidien. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment d'insister sur, par exemple, expliquer qu'est-ce que c'est une journée type. Ça peut paraître évident pour les familles, mais pour nous, c'est vraiment important. Bien préciser la limitation d'activité. Voilà. Est-ce qu'on est dans une incapacité absolue à réaliser un acte? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que la fréquence aussi, c'est vraiment important? Et ne pas hésiter à joindre vraiment les bilans qui ont pu être faits. Donc, sur des premières demandes, je ne parle pas des renouvellements. Les renouvellements, il y a une base de données où tout est numérisé. Parfois aussi, on se rend compte que tout simplement, parfois, il n'y a pas de diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a rapidement une numération de déficiences, mais finalement, on ne sait pas, on a l'impression que la famille, elle n'a pas eu de diagnostic et peut-être même qu'on n'a pas encore dit que c'était une maladie rare. Ça n'apparaît pas dans le dossier que c'est une maladie rare. Alors, on a des bons exemples, par exemple, avec des accompagnements de personnes handicapées, notamment dans le cadre des handicaps moteurs. Je pense notamment à Handimom, qui nous permet donc dès qu'on a un dossier avec une pathologie motrice,
il apparaît sur le dossier que cette famille est accompagnée par handicap. Donc, je pense que pour les maladies rares, c'est vraiment important à un moment donné de noter que cette famille peut être accompagnée par une association, par exemple, de parents, et donc ça peut être aussi un tiers qu'on peut contacter en cas de questions, etc. Voilà pour ce qu'on rencontre en MDPH. Je vais laisser la parole à ma directrice, Madame Nguyen, pour la diapositive suivante. Merci. Je vous laisse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Si. Oui, voilà. Donc d'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative parce que il me paraît important, au vu de tout ce qui a été dit, que il faudrait on communique beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments et de dispositifs qui existent. On a une plateforme téléphonique, on a des associations avec lesquelles nous pouvons avec lesquelles on peut travailler. Mais il me semble que par rapport à ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il reste encore, semblerait-il, des manques d'informations auprès des familles, auprès des équipes d'évaluation, entre les différents partenaires. Et donc, ce qui m'amène à dire que les éléments y sont, il y a vraiment de la très bonne volonté des associations, mais je crois que ce qui nous manque, et vous l'avez très bien dit, c'est comment, et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui d'ailleurs, comment on peut communiquer avec les uns et les autres, parce que je m'aperçois que les sites internet fleurissent, que la CNSA a son site, que la MDPH a son site, les associations ont un site, mais au bout d'un certain temps, effectivement, c'est une de vos propositions, ben, il faudrait peut-être qu'on se rencontre comme aujourd'hui et que ces rencontres-là, on puisse bâtir ensemble. Je crois que c'est le mot. Et la difficulté, c'est que il n'y a pas… C'est vrai que le diagnostic médical, il est très important. La place des médecins, elle est primordiale. Mais si, moi, j'aurais tendance à dire, il y a un parcours de vie et c'est comment, à travers ce parcours de vie, l'ensemble des acteurs, eh bien, cet ensemble des acteurs, on puisse se coordonner et on puisse travailler dans la complémentarité. Alors, effectivement, sur le terrain, il y a plein d'initiatives, si vous voulez. Il faudra les renforcer. Donc, l'objectif, le premier point d'accompagner les familles lors de la constitution du dossier, c'est qu'on réfléchisse tous ensemble. Déjà, vous avez parlé du projet de vie. Dans le cadre des Bouches-du-Rhône, on a travaillé avec l'association Interparcours et on a maillé le territoire. On a travaillé sur la proximité puisqu'on a un très très gros département et à l'intérieur de chaque territoire, on a on travaille avec des correspondants. Alors ça m'amène à vous dire qu'effectivement ce besoin il a été acté au niveau national. Hein, on n'a pas inventé le fil à couper de beurre et que effectivement est en cours la mise en place des communautés 360. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un nouveau et ancien dispositif, j'allais dire. C'est comment, dans la proximité, les acteurs vont pouvoir se coordonner et s'articuler pour mieux s'informer, pour mieux se former, pour mieux accompagner les familles. Et que l'objectif, c'est qu'il n'y a pas un trou dans la raquette. Voilà. Alors, comment vous dire, ça paraît évident, ça paraît simple, mais quand je vous écoute, non. On est encore au tout début de comment on peut communiquer, comment concrètement surtout. Parce que moi, dans les réunions, je vois des gens, tout le monde est d'accord sur les principes, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas décréter les choses et qu'on se sent parfois, nous, MDPH également, très impuissants devant un certain nombre de situations et que en fait, on ne pourra pas les résoudre tout seul. On en est conscient. Et on a vraiment besoin, comme aujourd'hui, de pouvoir échanger ensemble parce que c'est pas simple. En plus, dans cette période de Covid, on s'aperçoit que ce besoin de maillage territorial sur l'ensemble du parcours de vie de la personne, sur l'ensemble des acteurs, au lieu de travailler les uns peut-être trop à côté des autres, c'est peut-être pas très facile, c'est qu'on puisse mailler tout ça. Donc, bien entendu que je ne puis qu'accueillir avec beaucoup je ne peux qu'être d'accord, la MDPH à travers moi ne peut être d'accord, à se dire que nos équipes ont besoin de vous pour mieux nous former. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces sessions de rencontres? Nous le faisons aussi avec d'autres associations, par exemple l'accueil, une fois par trimestre, nous avons des associations qui viennent exposer auprès, pas uniquement que des médecins, les agents d'accueil,
les services d'instruction. Et donc, on essaye de mélanger tout ce monde pour qu'il y ait une sensibilisation. On l'a fait, par exemple, pour le handicap psychique, mais c'est à faire, à refaire encore. C'est-à-dire que c'est une fois ne suffit pas, voilà. Donc, moi, ce qui est proposé, c'est la construction dans la proximité, très concrètement, effectivement, je retiens toutes vos idées, parce que c'est ce que nous, on ressent également, comment former même les membres de la CDA. Vous voyez, il y a la formation des médecins, mais il y a la sensibilisation des agents d'accueil, des agents d'instruction, comment on sensibilise aussi ceux qui décisionnent. Donc là, je suis entièrement d'accord que cette information, eh bien, elle doit être primordiale, cet accompagnement. Et ensuite, comment on accompagne les familles et à travers notre territoire, qui peut les accompagner? Est-ce qu'il y a des relais au niveau des associations? Alors, on a mis en place, nous, la notion de handi-contact, dans lequel donc les familles qui viennent dans le département puissent se saisir d'une association, qui peuvent remonter vers nous. Vous voyez, c'est toute cette articulation-là qu'il faudrait qu'on construise ensemble, puisque quand même, il y a, comme vous l'avez noté, des dispositifs existent. Mais aujourd'hui, notre grande difficulté, c'est que parfois on a, j'allais dire, le nez dans le guidon. On a le nez dans le guidon et que parfois, il faut peut-être qu'on s'arrête pour se dire, mais comment on se structure nous déjà? Et vous avez raison, avec la place tenue par les associations. Alors nous, on a eu beaucoup de chance dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est qu'on travaille avec des associations de famille, et il y a une association qui regroupe à peu près 300 associations, et qui est l'association Interparcours. Mais même avec ça, on n'est pas les plus beaux, on n'est pas les plus intelligents, on rame, on essaye parce qu'on a le quotidien et il faudrait qu'on se structure mieux. Voilà. Donc, accompagner les familles, c'est très concrètement comment on peut mailler pour que ce ne soit pas un acteur et un acteur spécifique, mais les acteurs du parcours de vie de la personne. Alors, par exemple, pour le projet de vie, on a mis en place avec Interparcours la possibilité, on a un numéro vert, la possibilité pour les familles d'être reçues par ces bénévoles qui sont des bénévoles de parcours handicap. Et effectivement, on travaille ensemble sur l'information et leur formation. Effectivement, on pourrait poindre, par exemple, une formation plus spécifique en matière de maladies rares. Vous voyez? Donc, il y a des choses qu'on construit ensemble. Et bien sûr, nous, on est tout à fait ouverts pour que l'ensemble des équipes, les médecins et l'ensemble des équipes, les référents de scolarité qui sont avec nous, vous voyez, l'ensemble des acteurs et pas qu'un seul acteur, puisque si on parle moi je préfère parler de projet de vie, je sais que c'est parfois ambitieux et on part vraiment de loin, j'en suis consciente, mais il faut tenir le fait qu'il y a un parcours de vie, qu'il faudra qu'on retravaille tout ça et de replacer les familles, de replacer les équipes dans une notion plus de confiance et moins de contrôle. C'est ce que je dis à mes équipes. Et développer, bien entendu, ce que je viens de vous dire, la coordination, mais de manière très, très concrète sur des territoires. Et j'espère de tout mon cœur que j'allais dire, la formalisation de ces coordinations à travers les communautés 360. Nous, on travaille parallèlement à cela, et je crois qu'on est les premiers en France. On travaille avec des familles pour la pérédance. C'est-à-dire que c'est des bénévoles, c'est pas des professionnels qui accompagnent les familles. Et donc, c'est tous ces dispositifs-là qu'on voudrait articuler, et que s'il y a une sensibilisation, c'est vrai que c'est un peu peut-être ambitieux, c'est que l'ensemble de ces acteurs puissent être connectés ensemble et puissent peut-être recevoir les mêmes formations et pas les uns à côté des autres. Voilà, il y a un gros travail, on connaît, et je déplore toutes ces difficultés des familles, et on est très, très sensible à tout ça, et on essaye de s'améliorer. Sachez que dans le département des Bouches-du-Rhône, on a vraiment travaillé les délais. Grâce, j'allais dire, au Covid, on a vraiment simplifié nos procédures. Et sachez que dans le département des Bouches-du-Rhône, par exemple, nous sommes plus qu'à 2 mois d'instruction. Voilà. Donc, ça veut dire que on essaie d'avancer. Voilà, je vous laisse la parole. Excusez-moi si j'étais un peu longue. Non, c'est très, très bien. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous et de cette volonté de travailler avec nous, ce qui est évidemment ce que tout le monde souhaite, et je vous en remercie infiniment. Donc, la dernière petite intervention, et petite, non pas dans la profondeur, mais en temps limité, malheureusement, pour la place à la discussion, est au docteur Anna Marceau, qui est médecin expert handicap CNCA,
Et donc, Madame Marceau, on va vous laisser la parole. Bonjour à tous et donc merci de nous offrir la possibilité de participer à vos échanges sur cette journée nationale FIMARAD. Je remercie donc les autres personnes de cette table ronde, à la fois Madame Sauvestre et Madame Audouze pour leurs propos qui sont des propos qui nous amènent aussi à faire du chemin vers l'amélioration du service aux personnes, on en est bien conscient. Et aussi donc Madame Nguyen et le Dr Richardson pour justement tout leur volontarisme et toute leur démarche pour faire en sorte justement de tisser ces ponts entre les personnes, les centres de référence, les médecins et les MDPH. Donc, je vais décaler un tout petit peu mon propos pour répondre en partie, bien sûr, aux remarques de Mesdames Sauvestre et Audouze sur on va dire notre feuille de route, et en tout cas la feuille de route des MDPH. Dans la conférence nationale du handicap de 2020, il y a eu, on va dire, des mots très forts sur la question de la facilitation du parcours des personnes. Il a été dit clairement, nous nous engageons à poursuivre la simplification de la vie de nos concitoyens en situation de handicap et à garantir un égal accès aux droits sur tous les territoires à travers un programme pluriannuel feuille de route MDPH 2022. Donc là, on parle bien de la question de l'équité qui a été pointée tout à l'heure, mais aussi celle de la simplification du parcours de vie des personnes et de leurs familles en situation de handicap. Juste cette feuille de route, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais c'est important que vous ayez ces éléments-là. Bon, ils sont sur tous les sites qui vont bien. Je vais juste vous rappeler les 4 engagements de cette feuille de route. Faire des MDPH les garants de l'accès aux droits et de la simplification dans tous les départements de la République. Donc, il y a bien la notion de la durée d'attribution des droits qui a été évoquée tout à l'heure, le fait d'alléger les démarches pour les personnes, de développer éventuellement les lieux d'accueil de proximité. Dans le Rhône, vous avez expliqué tout ce que vous avez fait dans les Bouches-du-Rhône, tout ce que vous avez fait pour le faciliter, par exemple, et assurer une garantie délai pour une attente raisonnable. Donc voilà, c'est vraiment ce premier engagement fort concernant le service aux personnes. Ensuite, faire des MDPH les garants d'une haute qualité de service. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable. Vous parliez de plateforme pour suivre sa demande, de possibilités de téléservice, tout ça, c'est en train d'arriver avec le déploiement dans 97 MDPH à ce jour sur la centaine qu'elle comporte d'un système d'information qui est facilitant sur cet aspect. Faire des MDPH, enfin, un lieu de participation effective des personnes en situation de handicap. Typiquement, les ponts que nous faisons aujourd'hui et les ponts qui doivent se faire sur les territoires sont des ponts indispensables. Et donc, enfin, faire des MDPH un maillon fort des territoires 100% inclusifs. C'est ce qu'évoquait Madame Nguyen à travers le programme 360. L'idée, c'est véritablement d'ancrer l'ensemble des réponses aux personnes sur ce qui existe sur le territoire, que ce soit dans le droit commun et dans le droit spécifique. Donc voilà, cette feuille de route, c'est des choses qui doivent se mettre en place là, maintenant. Et les MDPH sont attendus à un engagement par rapport à ces différents axes des feuilles de route. Pour recentrer sur, on va dire, une action qui est inscrite dans le cadre du plan national maladies rares, il s'agit de l'action numéro 8 dans un plan d'action, dans un plan national qui est très riche d'axes et d'actions. Donc, c'est une des actions de tout cet ensemble qui consiste à faciliter l'accès aux dispositifs, droits et prestations dédiés aux personnes handicapées et à leurs aidants. Pour ça, il y a un travail qui est mené depuis de nombreuses années. Ça a été commencé par mon prédécesseur à la CNSA, Frédéric Tallier, sur un document complémentaire de demande au MDPH dans l'idée de faciliter justement toutes ces informations entre les personnes, leur entourage, les professionnels qui les accompagnent et les MDPH. Madame Richardson le disait très bien tout à l'heure, certaines fois on manque cruellement d'informations et on ne peut pas rencontrer toutes les personnes, ce n'est pas possible dans toutes les MDPH, mais si déjà on avait des informations, on va dire, qui sont utiles au MDPH et qui sont vraiment centrées sur l'analyse des retentissements de la pathologie dans le quotidien de la personne, ça faciliterait déjà les choses. Donc, ce document complémentaire qui a été élaboré, on va dire, en interfilière avec des MDPH, la CNSA a été présente également, va passer dans une phase d'expérimentation sur l'année 2021. La diffusion de ce document complémentaire qui est en cours de finalisation là, donc, démarre au 1er janvier 2021.
Je vais vous en faire une toute petite présentation pour vous en donner un aperçu. Elle est accompagnée par un document explicatif sur l'intérêt de renseigner ce document et un questionnaire en ligne est prévu pour justement en apprécier l'apport, l'usage auprès des personnes qui sont amenées à le renseigner, mais aussi des MDPH qui sont amenés à le recevoir pour savoir si effectivement ça facilite véritablement ce trait d'union pour mieux compenser les personnes et mieux répondre à leurs besoins. Le premier retour de l'expérimentation est prévu en juin 2021. Donc ce document complémentaire, comme je vous le disais, c'est des travaux qui ont été portés par un groupe de travail interfilière et avec le GNCHR également. C'est un groupe qui a été animé par Madame Moni et il était composé, comme je vous le disais, des centres nationaux de ressources, des handicaps rares, des filières maladies rares, des équipes relais, du GNCHR, des MDPH, des associations représentantes de personnes, bien sûr, et de la CNSA également, et des MDPH. Donc, ce document complémentaire, c'est juste un petit aperçu pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc, l'idée, c'est que ce soit un document qui renseigne de manière très, très opérationnelle par rapport à un certain nombre d'activités si pour la personne concernée, eh bien, cette activité, c'est une activité qui se fait avec difficulté, qui se fait de manière autonome, qui se fait avec des aides ou qui ne se fait pas du tout. Avec la possibilité sur la partie droite, qui est une partie de champ libre, de pouvoir commenter avec des éléments de fréquence, des éléments de complexité, des éléments de facilitateurs éventuellement. Ce document comprend également, on va dire, un focus sur les aides déjà mises en place, de manière à ce que la MDPH puisse apprécier déjà tout ce qui est mis en place et bien sûr tout ce qui reste aussi également à mobiliser. Enfin, et on parlait tout à l'heure de choses très pratiques qui sont nécessaires au MDPH, c'est avoir véritablement une idée des retentissements de la situation de handicap dans le quotidien de la personne. Et dans ces cas-là, rien de mieux qu'un emploi du temps pour voir un petit peu l'impact dans la vie de la personne. Si par exemple, pour un parent, il s'agit dès le lever de pouvoir faire un certain nombre de soins qui vont prendre une certaine durée, qui vont nécessiter, je ne sais pas, que le parent se soit arrangé on va dire, et aménager son temps de travail pour le faire, eh bien tout ça, ça doit pouvoir apparaître. Tout ça, ce sont des éléments de retentissement indispensables. Donc je vous laisserai le découvrir, hein, je vous dis, ce document va transiter à travers les filières auprès de toutes les associations, donc vous allez le voir très prochainement. Et je vais vous parler d'un questionnaire qui est prévu du coup pour l'ajuster, parce que ce document, même s'il a été travaillé, on imagine qu'il peut bien sûr bénéficier d'améliorations. Et donc ce questionnaire en ligne, vous aurez également tous les liens, vous permettra de dire si ça a été facile, si ça a été compliqué de le renseigner. Donc c'est bien sûr en direction des MDPH et des familles et des professionnels. Sur est-ce que les questions sont simples à comprendre, l'idée étant que ce document soit un document qui ensuite soit un document complémentaire à disposition de tous pour pouvoir améliorer ce trait d'union entre les personnes et les MDPH avec tous les partenaires que ça peut comprendre. Donc, bien compenser, c'est d'abord bien comprendre une situation. Hein. Quand on dit certaines fois que les MDPH, elles répondent à côté, elles ne répondent pas bien, etc. Bien souvent, c'est qu'elles n'ont pas bien compris la situation. Et bien comprendre, alors dans un monde idéal, il faudrait qu'elles puissent effectivement rencontrer les personnes. Mais en général, quand cette étape existe, les réponses sont de bien meilleure qualité, on le sait. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc, il faut nous organiser pour pouvoir bénéficier le document complémentaire que j'évoquais, en plus des documents habituels, hein, qui sont les 4 pièces qui étaient évoquées tout à l'heure. Tout ça sont des facilitateurs. Donc, comprendre une situation, c'est la mission de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Donc, il s'agit de disposer d'informations, Madame Richardson l'a bien expliqué, d'informations qualitatives sur la situation de la personne, son projet de vie, la singularité de ses troubles, les limitations d'activité, restrictions de participation qu'il génère, les éléments facilitateurs et les freins. Et là-dessus, je pense que vraiment ce document complémentaire peut aider à recueillir ces éléments-là. Juste cette petite diapo qui reprend, on va dire, en version horizontale ce que les collègues des Bouches-du-Rhône nous présentaient de manière verticale, mais tout ça pour dire que ce document, enfin, la base de l'évaluation de la MDPH, c'est le GEVA. Le GEVA, c'est un document qui permet de recueillir un maximum d'informations dans tous les aspects qu'on vient d'évoquer. Et si tous les partenaires nous transmettent, et quand je dis les partenaires, ça commence par la personne et son entourage familial,
mais aussi le médecin qui va être amené à renseigner le certificat médical, mais maintenant, désormais, ce document complémentaire, si toutes les informations qui nous arrivent sont des informations qui nous permettent de faire une meilleure photographie de la situation de la personne, et bien derrière, je ne veux pas dire que le travail est facile, mais c'est énormément facilité pour la MDPH. Et du coup, l'élaboration des réponses se fait énormément plus en adéquation avec l'identification des besoins. Donc voilà, et voilà, ce document donc, complémentaire GEVA compatible tend à répondre à un objectif complètement convergent, qui est celui des personnes en situation de handicap et de leur entourage à bien faire connaître leurs besoins, celui des professionnels de l'accompagnement à bien apporter leur valeur ajoutée pour la bonne compréhension, et au MDPH pour bien comprendre, penser. Il n'y a pas une MDPH qui a comme objectif de mal compenser. La seule chose, c'est qu'elle ne dispose pas forcément des informations suffisantes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cette intervention. Je pense que là, on va voir les questions par le chat, mais laisser aussi Angélique et Anne peut-être intervenir pour animer finalement cette table ronde qu'elles ont commencé à animer par des retours d'expérience très concrets, ce qui est le plus important. Donc, je laisse peut-être Angélique et Anne peut-être rebondir sur les trois présentations qui viennent d'être faites pour voir ce que ça a suscité un petit peu comme espoir ou peut-être comme crainte de difficultés supplémentaires. Comme voilà, je vous laisse parler Anne et Angélique et je regarde les chats pendant que vous prenez la parole. D'accord. Bah, moi, je tiens à remercier beaucoup Madame Nguyen qui, je trouve, a fait preuve d'une grande modestie, d'une grande humilité aussi sur le traitement de ces dossiers complexes avec les moyens dont il dispose. Et j'ai trouvé ça très rassurant de voir cette attitude d'ouverture, de volonté de collaborer, le fait qu'il travaille aujourd'hui déjà beaucoup avec des associations. Et je pense que c'est avec cette volonté-là de travailler ensemble qu'on pourra avancer. Et j'espère que du coup, ça pourrait être retranscrit, qu'on peut retrouver cela dans toutes les maisons départementales de France. Voilà, moi, je ne vous cache pas que de mon expérience personnelle, effectivement, j'ai eu le sentiment d'avoir eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec celle du Rhône, ce qui avait été beaucoup plus simple avec celle de la Sarthe. Et qu'est-ce qui peut expliquer finalement ces difficultés d'accès d'une MDPH plus qu'une autre? C'est peut-être là qu'il faut trouver les éléments de réponse, mais en tout cas, voilà, merci pour cette intervention rassurante, effectivement. Oui, pour ma part, donc Anne Audouze qui parle, pour ma part, moi je pense, enfin, on a bien vu toute la difficulté, même pour les professionnels, de se rendre compte de la problématique dans les maladies rares. Et c'est en ça qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort commun et pour peut-être qu'il y ait davantage d'informations qui passent et que ça passe mieux. Alors, on voit ces outils qui se mettent en place. J'espère qu'effectivement, ça pourra améliorer la situation, améliorer la prise en charge. Mais moi, ma vraie question, c'est pourquoi aussi, alors on a bien compris, les dossiers et les demandes d'information, ça demande quand même beaucoup de travail. On comprend bien que les professionnels, pour évaluer, en ont besoin. Mais si on le remplit bien une fois, moi, ma question, c'est pourquoi le remplir tous les 2 ans? Ça rajoute tellement de lourdeur administrative et c'est tellement compliqué pour les familles déjà de bien remplir une fois le dossier. Pourquoi demander de le remplir 2 fois? Là, c'est une vraie interrogation de ma part. Pourquoi cette récurrence? Ça revient tout le temps. Cette récurrence ou la moindre petite modification, je vois dans mon cas personnel, ajouter 2 heures, demander 2 heures supplémentaires pour une AVS, pour aller un jour de plus à la cantine par semaine, il faut remonter à un dossier complet. Je me dis, c'est une perte de temps pour moi, pour l'équipe scolaire, pour vous qui allez devoir étudier ces dossiers, pour uniquement 2 heures supplémentaires. Voilà, ça rejoint l'idée d'Anne. Alors moi, si je peux me permettre en tant que médecin, je rejoins tout à fait Anne et Angélique parce qu'on a la même difficulté. C'est-à-dire que quand il faut refaire le dossier de MDPH, normalement, il y a une case qui est mise. S'il n'y a pas de modification par rapport aux demandes antérieures, cocher, signer, c'est suffisant. Et lorsque l'on fait ça, on nous renvoie les dossiers en nous disant, ben voilà, il faut le re-remplir complètement.
ce qui prend énormément de temps. C'est vrai que les médecins généralistes ou les médecins de proximité sont pas toujours les personnes qui savent les mieux remplir. Et là, on a un travail de formation à faire très certainement, mais n'ont pas toujours le temps non plus. Mais nous, ça nous fait des dossiers dans les centres de référence nombreux à remplir et ça prend du temps pour redire exactement la même chose que ce qui a été dit 2 ans avant. Qui va tout à fait dans ce qui vient d'être dit par ces personnes d'association. C'est un temps important pour tout le monde, alors que normalement, je parle même pas quand il y a besoin d'un plus, et je rejoins pourtant Angélique, c'est pourquoi quand il y a besoin d'une chose de plus, il faut tout refaire, mais même quand il y a besoin de rien de plus, mais d'assurer ce qui était déjà en cours, on est obligé de tout recommencer pour une maladie chronique dont on sait qu'elle ne pouvait pas guérir dans le laps de temps de ce renouvellement des dossiers. Je ne sais pas si je peux intervenir. Je peux intervenir. Oui, bonjour. Donc, c'est vrai que sur la MDPH 13 au Pôle Enfant, on a réfléchi à cette histoire donc, de durée de prestation de compensation. Et c'est vrai qu'on est plutôt sur une logique de cycle. C'est-à-dire que au-delà du diagnostic, donc qui ne change pas, on n'est pas sur 2 ans, on n'est pas sur des durées de 2 ans. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. On voyait même les dossiers tous les ans parfois. Aujourd'hui, on est vraiment sur une logique d'évaluation sur des cycles scolaires, notamment par rapport aux orientations qu'il peut y avoir, qui peuvent être mises en place. Mais bien entendu, si par exemple, on est sur une altération de fonction, qui a une évolution, on le sait, qui va être très longue, on peut même être maintenant sur des évaluations de 10 ans, même on peut aller jusqu'aux 20 ans. Voilà. Donc ça, c'était une demande aussi dans tout type de handicap, hein, de pouvoir être plus à même d'être sur des… voilà, de ne pas obliger les familles à refaire des dossiers conséquents à chaque fois, mais il y a aussi eu cette histoire du certificat médical avec cette case donc, qui a été rajoutée, c'est-à-dire que voilà, les éléments n'ont pas changé. Nous, comme je le disais tout à l'heure, on a une base numérisée où on ressort en fait les anciens éléments dans ce cadre-là. Et si le médecin nous met voilà, qu'il n'y a pas eu de changement, on part là-dessus. Après, c'est sûr que parfois, on a besoin d'éléments complémentaires plutôt au niveau de l'environnement, au niveau de la scolarité, parce que même si l'altération de fonction n'a pas changé, les répercussions, elles, peuvent avoir changé du fait du passage de cycle de l'enfant, de son projet de vie, des choix qu'il va faire dans sa scolarité. Voilà. Et c'est plutôt ces éléments-là. Alors, pas pour 2 heures de cantine, hein, on est bien d'accord. Mais d'ailleurs, nous, on notifie tant de cantine, il n'y a pas de précision des heures de cantine. Mais voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que donc ce dossier informatisé, par des fois sécurisé, pourrait pas être aussi à la disposition des familles et des médecins qui les remplissent? C'est-à-dire, si quand on a besoin d'un élément supplémentaire, on peut reprendre le dossier ancien plutôt qu'avoir tout à réécrire à la main pour apporter l'élément supplémentaire, ça simplifie quand même grandement les choses. Alors là, je peux laisser la parole à Mme Guyenne. Oui, bonjour. Tout ce travail est en cours parce que maintenant, avec la CNSA, il y a un travail dans chaque MDPH pour la mise en place d'une plateforme en ligne avec le suivi des décisions. Et également, nous, on a l'historique dans nos logiciels métiers, donc aussi bien du certificat médical que de l'ensemble des informations. Donc, c'est en cours. Mais vous savez que les systèmes informatiques, ça se fait pas en un seul jour et on est en difficulté à ce niveau-là. Mais ça veut dire que cette idée-là prend son chemin et qu'au niveau du contenu, nous avons des dossiers dans nos logiciels métiers qui sont numérisés. Et ensuite, aujourd'hui, il y a la mise en place progressive d'une plateforme dans laquelle les familles pourront mettre en ligne leurs dossiers. Il y a des problématiques, comme vous le savez, de sécurité, de confidentialité médicale. Et ils sont assez féroces à ce niveau-là et que parfois même certaines familles nous envoient par mail un certain nombre d'informations et on leur dit faites attention parce que par mail, même par téléphone, voilà. Et on retravaille tout ça. On a des fortes contraintes de sécurité et de confidentialité et également, on a des fortes contraintes parce que on est en train de travailler sur notre nouveau logiciel, que c'est pas simple. Donc, effectivement, ces points-là
doivent être améliorées. Je suis désolée parce que quand on dit ça, on a l'impression de dire, bon, mais chaque fois on nous dit, bon, c'est pour plus tard. On est très heureux de savoir que c'est une réflexion que vous avez également et qu'elle est en cours. C'est l'absence finalement de mesure des difficultés, alors que vous avez bien exprimé les difficultés que vous aviez, qu'on comprend, et ressenti que vous les comprenez. C'est là où commencent à avancer les choses, quoi. Donc Voilà. là, sur cette table ronde, ça va être difficile de passer beaucoup de temps, Oui, mais merci. je retiens plusieurs choses. La première, c'est qu'on a un groupe de travail sur ce sujet médico-social qui va travailler, et à partir de la réflexion d'aujourd'hui, je pense qu'il y a matière à travailler à ce groupe de travail. Ouais. Et est-ce qu'on peut retenir que vous toutes qui avez eu la gentillesse de venir à cette réunion-là et de discuter d'une manière qui montre votre volonté de travailler tous ensemble, vous pouvez rester un petit peu des intervenants qu'on peut re-questionner, avec qui on peut travailler pour le niveau national. Tout à fait. Pour le niveau national, Tout à fait. voir comment, s'il y a un dossier informatisé, ça oui. possible, mais que ça serve au niveau national et pas seulement dans une région par rapport à une autre. En soulignant dans la réflexion, vous aurez 2 points extrêmement importants pour nous. C'est que d'une part, dans l'analyse des dossiers, il y a maintenant des PNDS qui font état de tous les besoins aussi dans ce qui n'est pas toujours couvert en psychologie, en ergothérapie, en pédophilie, etc. Et ça serait très bien que vous puissiez vous référer à ces PNDS qui ont été créés pour faire état de besoins essentiels dans le soin des patients. Et la deuxième chose, c'est que dans nos maladies dermatologiques, il y a une dimension du retentissement de l'atteinte de la qui ne correspond à aucune des cases souvent. C'est fort juste. Et c'est bien dommage que les dossiers ne soient pas travaillés aussi avec des experts dermatologues et des associations impliquées dans les maladies dermatologiques pour rendre compte de ce retentissement et de ces difficultés qui est parfois extrêmement difficile à exprimer, faire ressentir et donc pour vous, et on le comprend, à apprécier. Donc il y a un champ de travail où avec des personnes comme vous toutes là qui avez parlé, je trouve formidablement, on peut peut-être essayer d'avancer parce qu'on a vraiment besoin d'avancer aussi sur ça. Écoutez, nous, on est à votre disposition. On est à votre disposition. On est très, très intéressés d'avancer sur ce point. Et donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous ressolliciter. Nous, on pourra vous faire remonter encore des cas bien précis pour lesquels peut-être aussi envisager par questionnement, en fait, pour aider si c'est un généraliste, peut-être de se constituer un ensemble d'informations. De quoi avons-nous besoin? C'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui pour pouvoir avancer dans nos dossiers et de vous le faire parvenir. Et vous, comment est-ce que concrètement ces éléments-là, ils peuvent être mis en place assez rapidement, par exemple. Vous voyez, venir sur des choses simples. Excusez-moi, juste aussi un point. Par exemple, je ne me rappelle plus de quelle personne qui avait dit, et on trouvait ça très pertinent, comme on n'arrive pas à voir les personnes, puisqu'on a un nombre, un volume important, le fait de photographier, vous voyez, de communiquer les photos, parce que c'est souvent dermatologiques aussi, les impacts, eh bien, on est tout à fait d'accord à ce qu'on puisse nous généraliser l'information et les associations, de dire que pour compléter le dossier, eh bien, qu'il y ait des photos qui soient prises. Vous voyez, par exemple, vous voyez, c'est des petites mesures, mais qui font peut-être avancer beaucoup et qu'on puisse communiquer, voilà, pour pouvoir faire avancer ces petites mesures qui n'en sont pas véritablement. Voilà. On est tout à fait d'accord. Donc, on va arrêter là cette table ronde, en sachant que dans la filière, un chargé de mission dans le domaine socio-médical va être recruté, qui sera le lien finalement, peut-être le meilleur d'interface entre le groupe de travail, la filière et vous-même, pour suivre le dossier avec le temps nécessaire à consacrer, qui est long, et pour pouvoir avancer. Et on retient vos noms à toutes les trois, si vous en êtes d'accord. Pas de souci. Madame Mars, voilà. Merci infiniment d'avoir été là.